Romain Bobaro, il faut des tops, il faut des flops et nous commençons par les tops. Ça s'est bien passé pour eux. On a la musique, les gars. Et on démarre avec Sochaux, Adrien. Sochaux qui, on le rappelle, évolue en National 1 et qui a éliminé Reims. Alors d'abord, on va se faire plaisir et on va écouter l'ambiance de Bonal qui n'avait pas connu un guichet fermé depuis près d'1 an. C'était contre Bordeaux et il y avait une ambiance absolument dingue. Le stade était plein, les supporters en folie également qui ont mis beaucoup d'ambiance du coup dans ce stade de Bonal. Mais j'ai l'impression qu'on va pas se faire plaisir. Ne viens pas, voilà. Continue de meubler. On a l'image voilà. Regardez. Il est beau, t'es beau. Voilà. Ça, Vous avez voulu le temps de latence. Ça c'est Bonal. Et puis sur le terrain, c'est pourtant Reims qui marque le premier but. Emmanuel Agbadou. On se dit que ça va être compliqué pour les Sochaliens. Ils arrivent à égaliser. Diego Michel, qui avait déjà connu une épopée avec Versailles, ils en marquent un deuxième. Alex Dao qui marque le deuxième but de 1. Reims égalise, Agbadou. Et puis la séance de tir au but, l'arrêt de Mathieu Patouillet, le gardien prêté par l'Olympique Lyonnais. Boum, il l'arrête, il la sort. Sochaux élimine donc un club de pas déjà fait. Ligue 1. On rappelle que Sochaux, il y a 5 mois, était au bord de la mort, au bord du précipice, au bord du dépôt de bilan. Ils ont réussi à trouver des repreneurs. Ils sont en national, ça se passe plutôt bien. Et ils sont en 8e de la Coupe de France. Alors là, je vais aller voir Karine Gallet tout de suite, évidemment, parce que des belles histoires comme ça. C'est assez beau. Voilà, là, je veux vous entendre joyeuse. Là. Ah non, mais c'est magnifique. Et puis surtout, l'élan qu'il y a eu lorsque Sochaux était au bord, effectivement, de la disparition. On a vu des historiques qui sont revenus. On a vu, effectivement, toute une région qui voulait que ce club ne meure pas. Et c'est aussi l'exemple de quand tu vends à n'importe qui, à des gens qui sont complètement déconnectés d'une région. Sochaux, c'était le poumon de Montbéliard, etc. Et c'est très très beau et je suis ravi pour eux qui continuent en Coupe de France et surtout qu'ils puissent aussi envisager de remonter les échelons du foot. Mais voilà, Sochaux, c'est un club historique du championnat de France. Et alors là, on parlait d'impact négatif pour l'OM avec l'élimination. Est-ce que, Ludovic Obraniak, il peut y avoir un impact positif dans la lutte pour l'accession, par exemple? Est-ce que ça fait pas trop dans le calendrier ou est-ce que c'est un coup de boost au niveau du moral? Voilà, je ne sais pas où placer ça. Je sais pas, mais pour moi, le football, c'est de l'émotion. C'est comment gérer les émotions. Les grands sportifs, c'est ceux qui savent mieux gérer leurs émotions. Que ça soit trop euphorique, trop pessimiste, c'est d'avoir un bon équilibre entre tout ça. Donc pour moi, lorsque l'OM, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, on est dans une période, pour moi, la Coupe de France t'aurait donné une dynamique, un allant. C'est ce que vont vivre les joueurs de Sochaux. Quand tu vis une euphorie telle, une mobilisation telle, après d'être revenu d'entre les morts, évidemment que tu te dis que pour le match d'après, ça booste. Forcément. Donc oui, je crois qu'il y a la Coupe de France a un lien avec le championnat de France et le championnat de national. Et on souhaitera aux Sochaliens de continuer à performer parce que ils nous ont fait croire, en tout cas on a cru que ce club allait mourir. C'est la mort cérébrale. Hein. Et quand je vois Jean-Claude Plessis hier qui dit franchement, j'ai rarement vécu une émotion pareille. Ils étaient nombreux à dire ça hier. Et la Coupe, il a raison, Ludo, en termes d'ambiance. Et la Coupe de France, c'est ça. C'est vivre des moments exceptionnels comme celui-là. Vous voulez rajouter un mot? Je vois. Oui, mais je me souviens d'une époque où on gardait la barbe, les joueurs. Et ça voulait dire qu'on était toujours qualifiés. Et je trouvais ça hyper important. Ça voulait dire quelque chose. Et ça emmenait aussi, je veux dire, on était dans la ville. Alors nous, on ne le gardait pas longtemps, évidemment, mais on était dans la ville. Et les gens savaient qu'on était qualifiés pour la Coupe de France pour le tour d'après. C'est évidemment le film de Trinquant aussi, de coup de tête. C'est des belles histoires qui peuvent relever toute une région. C'est ça que doit faire vivre la Coupe de France. On l'a négligé avec la Coupe de la Ligue. Les grands clubs français ne jouent pas les coupes comme il le faut. C'est pas le cas à l'étranger. La Coupe d'Angleterre, c'est pas l'équivalent aujourd'hui. Paris l'a toujours respecté, par exemple. Rennes l'a toujours respecté. Bordeaux l'a toujours joué. Monaco, ils ont essayé. Franchement, c'est pas aussi fort que ça l'a été dans les années 80, 90. C'est autre chose, parce que maintenant, il y a des champions. C'est aussi fort en Angleterre, c'est toujours aussi fort. Quand vous dites Paris l'a respecté, c'est parce que Paris a 2 équipes. Et Paris peut mais même avant, je parle même quand ils étaient à la rue, ils avaient gagné des Coupes de France alors qu'ils étaient relégables. Le moyen de gagner un trophée, effectivement, vous avez raison. Mais elle est entachée par la prolongation, c'était aussi un moment exceptionnel. Oui, c'est honteux C'était un moment exceptionnel de vivre une prolongation. C'est vrai que ça manque un peu la prolongation. Ouais, complètement. Franchement, on était. Et même, je vais vous dire, est-ce que vous êtes d'accord? Hier, je me disais, en regardant le Rennes-Marseille, petit aparté rapide, mais je ne peux pas dire que ça fausse le résultat, mais un peu, c'est-à-dire que très vite, vous arrivez au tir au but, alors que peut-être qu'il y aurait un ascendant psychologique, un ascendant de fatigue. C'est aussi un moyen de permettre à des petits clubs, regardez Sochaux, Karim, ça veut dire que ces petits clubs-là, ils pouvaient toucher du doigt ce que c'était d'aller au-delà des limites. Et peut-être que c'était une plus belle victoire. La victoire est d'autant plus belle quand tu gagnes en prolongation que lorsque tu gagnes. Attention tout de même à Sochaux, juste pour terminer, justement l'élan populaire, cette Coupe de France, ce que ça va générer dans la ville, ce match contre Rennes qui va arriver.
arriver, que ça gaspille pas les points en national pour une éventuelle accession en Ligue 2. En tout cas, ils auront des souvenirs pour la vie. Vous voyez, alors, moi je pense juste ce qu'a dit Ludo aux gamins de Sochaux, les petits Sochaliens qui ont connu que des années de galère, pas de victoire, voilà, et qui là se disent on a vécu ça et ça sera un souvenir pour la vie. Double top, c'est Patrick Vieira, parce qu'on parlait de Sochaux qui revenait d'entre les morts. Patrick Vieira, il avait raté son début de saison. Hein. On le met en avant d'abord pour sa victoire sur la pelouse de Clermont, 3-1. Il n'y a pas eu photo, regardez les stats du match, il a la possession, il a le nombre de frappes, il a le nombre de frappes cadrées, il a les duels gagnés. Ça, c'est une première chose. On le met aussi en avant pour la dynamique actuelle du Racing Club de Strasbourg. Sur les 6 derniers matchs, Strasbourg en a remporté 5. On a commencé au plus ancien Strasbourg-Le Havre jusqu'au plus récent contre Clermont. Il y a des victoires contre Lille, par exemple. Il y a un match nul contre l'Olympique de Marseille. Bref, Strasbourg va beaucoup mieux. Vieira également va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que, carrément, il y a une époque, on disait que c'était peut-être même bien payé suite à leur début de saison, les points pris qu'ils ne soient pas dans la zone de relégation. On disait que c'était pas agréable à voir jouer, que c'était peut-être une des pires équipes de Ligue 1. Quel changement! Et il y a eu une bascule. Cette bascule-là, elle s'est faite lors d'un match à Reims, Reims-Strasbourg, où Reims, on y était ensemble d'ailleurs. Il faisait très froid. Et vous vous souvenez de ce match-là, où Strasbourg fait un super match, et Mega rate beaucoup d'occasions. Strasbourg aurait mérité d'accrocher à minima le nul, ou pourquoi pas gagner. Dans le contenu, après le match, pour en avoir discuté avec Vieira, il était hyper content. On était étonnés, on se disait, mais attends, il vient encore de perdre un match, il est sur la sellette. Il était vraiment sur la sellette à ce moment-là. Mais il avait aimé le contenu de son match-là, et dans la foulée, cette équipe-là, il y a eu ce fameux coup de tête 95e minute, le match d'après à domicile, ils ont commencé à gagner des matchs. Et vraiment, effectivement, et je pense que c'est ce match-là contre Reims qui a permis à Vieira de se dire, ok, mon équipe elle est sur le droit chemin et dans le bon chemin. Et dans les belles histoires avec le simple top, c'est Martin Terrier, Adrien. Oui, d'abord il y a son but évidemment marqué contre l'Olympique de Marseille. C'est lui qui permet à Rennes d'égaliser sur un coup franc de Bourigeaud. Il le reprend bien, premier poteau. Il est important parce que alors c'est son deuxième cette saison. Il avait marqué face au Maccabi Haïfa en Europa League, mais c'est aussi la première fois qu'il marque face à une équipe de Ligue 1 depuis le 2 janvier 2023. On rappelle évidemment la grave blessure subie par Martin Terrier. Avec Cage Dorasso, on entend souvent qu'un footballeur, quand il a les croisés, il revient après 6 mois, il remet 6 mois à nouveau pour retrouver son niveau, ce genre de choses. Rennes aura besoin de Martin Terrier pour avoir une ambition. Oui, et d'ailleurs, on l'a bien vu l'an passé, quand ils l'ont perdu, l'équipe a souffert. Il est un joueur important. C'est physiquement qu'il doit revenir. C'est un joueur qui est très très fort physiquement, très fort sur ses jambes. Donc voilà, ça prend du temps. Déjà, l'appréhension, à mon avis. Bon, moi, j'ai jamais eu les croisés, je suis plutôt chanceux. Mais je sais que c'est une blessure particulière. C'est une articulation qui est plus haute, donc qui est plus fragile par rapport à la cheville. Et évidemment, son but lui donne confiance. Mais on a vu dans le jeu, c'est pas encore ça, quoi. Il n'est pas encore le Terrier qu'on a connu il y a quelques mois, mais ça va revenir, il sera important pour Rennes. Un BDB, le bonus du barreau, Alicia? On reste dans la magie de la Coupe de France, puisque vous aimez les belles histoires, eh bien on va poursuivre avec le petit poussé de la compétition. C'est Saint-Priest. Cette année, le club rhodanien s'est qualifié en 8e de finale de la Coupe de France pour la première fois de son histoire. Seul pensionnaire de N3 à ce stade de la compétition, c'était déjà le cas en 16e de finale. Les banlieusards lyonnais ont largement disposé de Romorantin, qui évolue pourtant une division au-dessus. Victoire 4-1 des hommes de Michael Napolitano. Michael Napolitano qui rêvait d'affronter un gros. Bon, les Sampriaux ont hérité de Valenciennes en 8e de finale. Je vous propose de regarder leur réaction. Bon, vous l'avez compris, c'était pas le tirage espéré pour Saint-Priest. Mais au moins, ils peuvent continuer de rêver, de créer l'exploit encore une fois dans la compétition. Reste seulement à savoir où ils vont disputer leur match. Ça, il y a encore une inconnue sur le stade. Pour l'anecdote, c'est le club où a été formé Nabil Fekir. Ah, il y a Mbappé. Ah, non, c'est Aubragnac. Oh. Non, nous, on est ravis. Hein. Vous savez qu'on vous aime, hein, mon petit Ludo. D'ailleurs, je vous donne la parole tout de suite parce que vous allez vous faire complètement gratos. D'ici 21h, il ne faut pas que je le perde. Voici les flops. Ça s'est moins bien passé pour eux. Et on commence par le vainqueur, hein, Toulouse, de l'an dernier, terminé. Hein. Ouais, vous connaissez le foot en folie, Greg? Non, c'est pas Toulouse d'ailleurs. Toulouse, c'est le triple flop, c'est Aubameyang. Ouais, mais bon, je voulais vous suivre pour pas vous mettre dans l'embarras. Non, vous embêtez pas, je me mets. Mais je vais quand même faire le simple flop avec. Et c'est le karma sur Aubameyang. Effectivement, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est plutôt dans les tops ces dernières semaines. Là, il a plutôt déçu contre Rennes. 3 tirs, aucun cadré, 50% de duels gagnés. 3 sur 10 dans l'équipe, c'est la plus mauvaise note pour les Marseillais. Vous aurez compris que Toulouse sera dans le triple flop. Tiens, Ludo, je viens vous voir pour me rattraper, mais Aubameyang, c'est vrai que c'est. Qu'est-ce qu'on attend? C'est tous les matchs finalement? Est-ce qu'on n'est pas trop dur à attendre qu'il soit bon tous les matchs finalement? Non, mais on peut attendre qu'il soit bon tous les matchs parce que c'est un joueur de très haut niveau, parce qu'il a montré qu'il avait la possibilité d'être
Mais autant je peux trouver des circonstances atténuantes à Pierre-Emerick Aubameyang, mais pas à son entraîneur et pas à ce que fait l'Olympique de Marseille sur cette période où il joue avec une carapace plutôt que d'essayer de montrer les crocs. C'est pas lui que vous pointez du doigt sur Nagy, par exemple. Quand vous avez 0 ballon, comment vous voulez jouer? Quand vous avez une équipe qui est plutôt, comme le dit son entraîneur, à 90% pense à la défaite et au moins à la séance de pénalty, et que vous jouez bloc bas et que Verretou est utilisé à toutes les sauces et qu'il en perd. C'est le seul joueur créatif qui peut donner des ballons. Et vous voulez évoluer comment? Même Vitinha, hein, je le dédouane, même s'il n'est pas bon sur le match d'hier, il doit, sur 1 ou 2 coups, il doit mieux sentir. Mais comment en vouloir à Pierre-Emerick? Vous avez vu comment il est alimenté? L'OM ne joue que très rarement dans le camp adverse. Le seul truc, c'est des longs ballons. Alors, si, ils ont eu un centre ou 2 en première période. En deuxième, ils ont abandonné la balle, ils ont laissé Rennes faire le jeu. Et quand vous êtes attaquant, c'est difficile de se créer des. Quand vous n'avez pas de munitions, vous ne pouvez pas donner des coups de fusil. Il a une belle occasion sur le centre de pied gauche où il ne rentre pas dedans. L'entraîneur lui fait énormément confiance, il le met en confiance. Oui, mais il avait été bon en fin de saison, rappelez-vous, d'année civile, pardon. Mais c'est au-delà du. Alors, Harit n'est pas là, par exemple, quelqu'un qui pourrait lui donner Onaï aussi n'est pas là, donc il manque de la qualité. Alors, il y a Verretou qui reste un joueur qui est pas. Des donneurs de ballon, vous voulez dire? Bah ouais, il faut. Je veux dire, après, il a personne dans son effectif capable de remonter, ressortir le ballon, d'aller faire des passes de but, parce qu'il aime aussi la profondeur. Donc. Et dans ces cas-là, quand l'OM n'a pas le ballon, on le voit moins évidemment qu'un joueur comme Alexis Sanchez, parce qu'il est comparé systématiquement à Sanchez, au Chilien. Sanchez, c'était un joueur qui décrochait plus. C'était un 10. Voilà, c'était un 10. On voyait plus dans le jeu, moins dans l'attente. Il participait plus, même s'il était aussi efficace comme Aubameyang. Avant d'arriver à Toulouse en triple top, vous l'avez compris, j'ai dévoilé le suspense tout à l'heure. Le double flop, c'est Jocelyn Gourvenec, Adrien. Ouais, c'est un petit peu l'inverse de Patrick Vieira. D'abord, il y a cette élimination à domicile, 1-0 contre Laval. Ensuite, il y a cette dynamique. Regardez, encore une fois, on est parti du match le plus ancien. Au moment où il arrive contre Nice, il gagne. Et derrière, il y a quasiment que des défaites. Paris, Brest, Lyon, Pau, il s'impose en Coupe de France, clairement à domicile. Et donc, Laval à domicile, les 2 derniers résultats font très mal au FC Nantes et à Jocelyn Gourvenec. Karine Galli, bonsoir. Le choc psychologique raté, donc. Changement d'entraîneur. Contre Nice, c'est tout en fait. Son premier match, il a gagné 1-0. Merci, au revoir. Non, mais Jocelyn Gourvenec a un ratio quand même qui est effrayant. Il avait été publié dans l'équipe il y a quelques jours par rapport à 100 matchs en Ligue 1, le nombre de défaites. Et honnêtement, c'est vrai que c'est très moyen. Moi, vendredi soir, j'avais parié que le lendemain, ils allaient se faire taper. J'aurais dû parier une fortune. Je voyais bien Laval les battre et ça a été le cas. Honnêtement, c'était pas un hold-up que Laval batte les Nantais. Ils sont en très grande difficulté. C'est 100 défaites en 241 matchs. Oui, mais il y avait le ratio sur 100. Non, mais voilà. Là, moi, je vous donne sur le nombre, sur la totale, on est à ce chiffre. En plus, ils ont des joueurs qui sont aussi partis à la CAN. Donc, honnêtement, Nantes, il n'y a eu aucun effet. Et en plus, alors, je ne dis pas que les joueurs n'aiment pas Gourvenec, mais les joueurs aimaient beaucoup Aristouille. Alors, en plus, là, oui. Et ça, Jocelyn Gourvenec, mais son président, un peu moins. Voilà. Son président, beaucoup moins. Une fois qu'il l'avait prolongé, tout de suite, il s'est dit, je vais vite le virer. C'était une bonne idée, du coup, de le prolonger. Et on termine avec le triple flop, c'est donc le TFC. Ils ont été éliminés contre Rouen au tir au but, mais il y a eu une séance de tir au but avant la séance de tir au but. Regardez plutôt, parce qu'il y a eu des pénaltys dans tous les sens. D'abord, il y a le pénalty marqué par les Toulousains à ce moment-là. Ils reviennent. Il y a ensuite ce pénalty tiré par les Rouennais. Pénalty arrêté. Ils vont obtenir un nouveau pénalty dans la foulée de ce pénalty raté. Le pénalty, il va être arrêté. Hop, sauf qu'en fait, il va être à retirer parce que le gardien avait bougé avant, donc nouveau pénalty pour les Rouennais. Ça va donner quoi? Ça va donner 3 partout à l'issue du temps réglementaire. Séance de tir au but. On va aller jusqu'au 24e tir au but. Et le tir au but raté par Suazo, transformé par le Rouennais, qui donc se qualifie pour les 8e de finale. C'est la première fois qu'un tenant du titre se fait sortir par un club de National 1 ou échelon inférieur depuis 2014. Vicage Dorasso, vous parliez tout à l'heure de la difficulté de ne pas se faire sortir par des clubs hiérarchiquement inférieurs. Là, je me mets dans la peau du gars qui met le 24e tir au but pour son club face au tenant du titre, mais ça doit être un truc de dingue à vivre. Et pour Toulouse, là c'est l'ascenseur émotionnel par rapport à l'an dernier. Oui, puis se relever de ça, repartir dans sa ville et savoir que voilà, il y a une différence de niveau et en même temps c'est pas si loin que ça. Je veux dire, tous les joueurs qui jouent dans les club de national, même CFA, ils sont tous passés par les souvent ce sont les joueurs qui ont échoué à l'issue du centre de formation. C'est des bons joueurs, ils ne sont pas passés pour de vraies raisons, mais collectivement sur un match, ils peuvent évidemment faire tomber le TFC.
Bon, et on regarde le tableau du tirage au sort, Adrien. Qui a été effectué hier soir, tirage au sort des 8e de finale. On l'a dit, il y a un match par exemple entre Sochaux et Rennes. Sochaux qui va donc accueillir de nouveau une belle affiche. On a un très beau choc entre Lyon et Lille. Alors le vainqueur de Feigny-Montpellier qui aura lieu mercredi affrontera l'OGC Nice. On notera également le match entre Paris et Brest ou encore entre Rouen et Monaco. Premier, troisième, Paris-Brest. Ce Lyon-Lille, Sochaux-Rennes, il y a des belles affiches dans cette Coupe de France. Et c'est vrai qu'on vous avait fait une ode à la Coupe de France là, pendant ce quart d'heure. Et bravo, parce que c'est vrai qu'il faut aussi la réhabiliter, notre vieille.